Je fais ce que je veux, en fait. Quelle que soit la vie des puristes qui ont décidé ce qui était du bon rap, du mauvais rap, je fais ce que je veux. Je rappe pour celui à qui ça plaît. Et surtout, si ça vous plaît pas, faites votre chemin, quoi. Moi, je parle pas de vous, j'en ai rien à foutre. Je rappe même pas pour vous. Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, bienvenue dans l'interview carré de Bouscapé, un entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Aujourd'hui sur le fauteuil juste en face de moi, on va recevoir Oxmo Puccino et on commence tout de suite avec son actu. Salut Oxmo. Salut. Comment vas-tu? Génial. On est très content de te recevoir ici dans les studios de Bouscapé pour cette interview carrée. On te reçoit parce que début septembre, tu as sorti ton 8e album studio, ça s'appelle La Nuit du Réveil. Il fait suite à La Voie Lactée qui était sorti en 2015. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans qui puisse rendre cet album différent justement du précédent d'après toi? Le son. Le son qui est plus électronique, moins acoustique donc. Le texte qui est plus concis, qui est plus impactant. La musicalité qui est, disons, moins chargée, dans les arrangements. C'est des arrangements moins pop, moins variété que tu as pu faire peut-être sur les albums précédents? Ouais, c'est des arrangements moins pop, moins variété que j'ai pu faire sur les albums précédents. Donc plus accessible. On revient à une forme peut-être presque plus rap brut que ce que tu faisais avant. Bien sûr, une forme plus rap brut, rap traditionnel, comme je dis, que ce que je faisais avant. Et je chante un peu plus. Ouais, voilà. Tu dis plus traditionnel et en même temps, j'ai l'impression qu'une rencontre a été un peu déterminante. C'est avec Phase, qui lui ramène plutôt des sonorités assez modernes. Qu'est-ce qui a voulu justement que tu finalement, je vais pas dire raccroches les wagons comme si tu étais complètement déconnecté, mais en tout cas que tu aies voulu te mettre un petit peu à jour musicalement? Bah, le truc, c'est que, en fait, je me rends compte que j'ai rarement été écouté à temps. C'est-à-dire que je propose une version des faits, artistiquement en termes de créativité. On écoute à moitié ma proposition en tenant compte de mon passé, de mon bagage, et on se fait un avis. Et quelques années plus tard, on se dit « Ah, mais en fait, si on écoute La Voie Lactée, il y a des beats, c'est un album de Peura, La Voie Lactée. Roi sans carrosse est beaucoup plus acoustique, parce qu'il a été composé à la guitare, une bonne partie par moi, avec l'aide des Deep Purple, arrangé par Vincent Segal et produit par Renaud Létang. Donc c'est un mélange depuis quelques années, des gens d'expérience. Donc c'est un mélange d'acoustique, de musique classique et de la vision musicale et moderne de Renaud Létang. La Voie Lactée a été fait avec mes prods, un peu Easy et Renaud Létang, donc c'était plus hip-hop. Et cet album-là a été produit par Phase. Donc tu vois qu'il y a une évolution qui se fait depuis Roi sans carrosse et que c'est pas brusque. Moi, j'ai fait le tour de beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et pour moi, après avoir tourné la page du premier album l'année dernière, qui fait 20 ans, c'est comme si j'étais revenu à un cycle. Et donc c'est pas un calcul, c'était une suite logique des choses. Voilà. Ça a réveillé quelque chose justement chez toi de réexplorer ce premier album, donc, parce qu'on le rappelle, tu as fêté ces 20 ans à travers une réédition et 2 concerts à l'Olympia. Est-ce que voilà, ça a réveillé des choses de réexplorer ces textes en termes d'écriture, en termes d'envie de rap finalement, de faire des choses pas différentes, mais en tout cas d'une autre manière que ce que tu faisais sur tes albums précédents? Disons que ce que ça m'a fait comprendre de faire les 20 ans, c'est que tant de choses n'avaient pas changé que ça. En termes de sujets, de propos, de thématiques et même de musique, si ce n'est pas le boom bap, ça se rejoue aujourd'hui facilement, quoi, parce qu'aujourd'hui, tous les genres de rap se mélangent. Il y a de tous les genres, il y a de toutes les sonorités, de toutes les époques. Il n'y a que mon expérience qui fait la différence, parce que quand tu es là depuis un certain moment, il y a des choses que tu n'as plus le droit de faire. Absolument. Pas comme quand tu arrives où tu peux faire la fête. Donc c'est pour ça que chaque mouvement que je propose est pris comme quelque chose de définitif à chaque fois, alors que c'est juste une avancée de plus, quoi. Et qu'au fond, tout me ressemble. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai sorti L'Arme de Paix, ça y est, ouais, j'avais arrêté le rap, quoi. C'est-à-dire, dans la tête des gens, j'avais été le rap. Est-ce que c'était pas déjà le cas avec Hip Hop Bar? Quand Yago demande Choussab comment hésiter, il vise la tête si tu lui résistes. Mais s'offrir une chanson avec un pistolet porte malheur, Yago l'apprendra ici. L'Hip Hop Bar, c'est ce que je rappelle à tout le monde, c'est que moi, je suis arrivé à l'âge d'or du rap. J'ai la même ligne directrice
Et quand le rap français est arrivé à la mode avec les textes hardcore, la rue, underground, les labels indépendants qui commencent à se monter et qui font la même chose que les majors qui dépectaient l'année d'après, moi je me suis plus reconnu là-dedans, je voulais pas évoluer là-dedans. Mais j'avais besoin de faire de la musique. Donc dès qu'on m'a proposé de faire l'Hip-Hop Bar, j'ai pas réfléchi, c'était ma seule issue. C'était une autre façon de faire de la musique qui avait plus à voir avec mon fond intérieur qu'avec ce qui était la tendance et ce qui était à la mode. Moi, j'ai jamais été dans une justification de ce que je faisais. Je le fais, et puis les gens, ils parlent. Mais ce qui est fait, tu vois. C'est l'autre jour, je parlais avec mon pote DJ Duke, et je lui parlais des idées que j'avais musicalement, et il me dit, ouais, fais-nous un truc comme ci, comme ça, et puis une fois, au fond, de toute façon, tu fais ce que tu veux, le peura, il est en toi. Tu vois. Donc moi, tout ce qui mettait, qui prêtait à discussion sur ce que je faisais, les gens qui donnent leur avis, qui sont les analystes, les puristes, ils servaient à remplir, quoi. Ils servaient à remplir parce que la vérité, c'est la vérité. Moi, je suis ce que je suis, quoi. Et tu peux avoir ton goût, tu peux avoir ta vision des choses, ça change rien à ce que je suis. Vraiment. Tu parlais de sujets thématiques et ça tombe très bien puisque pour la rubrique suivante, on va parler de tes lyrics. Tout de suite, c'est les mots. Donc sur les fiches qui sont juste en face de toi, on a imprimé des extraits de certaines des paroles de certaines de tes chansons depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Le but, c'est que tu les tires, tu les lises à haute voix, tu nous dis si tu les reconnais et après on en discute un peu des thématiques qui traversent ta musique. Je te laisse prendre la première. Ok. Ignorer ses limites, c'est rêver, au lieu de toucher ce qu'on mérite. Trop d'artistes sont morts au générique parce qu'en vendant 1000 fans, ils vont viser l'Amérique. Merci d'avoir noté les lyrics. Ouais. Ça, c'est dans donc 10 000. Ça, c'est dans 10 000. Les chiffres, ça rend l'amour intentionnel. On facture le résultat, pas le potentiel. 10 000 voix, 10 000 heures. Et c'est un morceau qui parle des chiffres, qui semblerait important aujourd'hui, alors que personne ne vérifie leurs sources. Parce qu'avant 1000 fans qui vont viser l'Amérique, ouais, parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on parle de millions de vues pour la réussite. Et donc, celui qui n'a pas atteint le million se sent lésé, se sent minable. C'est devenu une espèce de plafond de barème, ouais. Alors que tout le monde ne fera pas 1 million et qu'1 million, on ne réalise pas combien c'est 1 million. Et que même si 100 000 personnes t'aiment ou 2000 personnes t'aiment, c'est énorme. C'est beaucoup plus que peut-être des vraies personnes dans ta vie. Donc, c'est une espèce faut réaliser, un appel au bon sens. Je te laisse passer au suivant. J'avais gagné le match avant la mi-temps et on me demande de rapper comme il y a 8 ans. Et c'est pas possible, faut pas déconner. Je rappe que je veux, quand je veux, pour les bouffons et les gros bonnets. Ouais. Donc ça, c'est quel morceau? Ça, c'est... Et ouais. Ouais, donc sur la réconciliation. Ouais, exactement. Et ouais. Le meilleur que moi, j'attends qu'il naisse. J'écris au lance-flamme, eux aussi l'ex. À la mode, comme les filles de l'Est. On me demande un feat, je réponds, on fait du fitness, et ouais. C'est des projets où je me permets de faire des freestyles. Chose que j'ai faite sur le dernier album et que je faisais pas avant, de mettre des morceaux freestyle un peu ego trip, un peu léger. Et j'aime bien ce passage parce que moi je me considère comme un des meilleurs rappeurs du monde, français. Et c'est quelque chose que je conseille à tous les rappeurs, de se considérer comme les meilleurs du monde parce que le public va y croire et que ça ne peut que les encourager. Ensuite, le truc c'est que quand tu es le meilleur du monde, on te demande de rejouer le match de la Coupe du Monde. Mais on peut pas le refaire. On peut faire d'excellents matchs après, mais ce match de la Coupe du Monde, on ne peut pas le rejouer. C'est un truc qu'on t'a souvent demandé dans ta carrière, de refaire finalement ce que tu avais fait sur ton premier album. Assez souvent. Et c'est quelque chose qu'on reproche aux artistes qui le font toujours. Et c'est pas possible, faut pas déconner, je rappe ce que je veux quand je veux pour les bouffons et les gros bonnets. Et donc ouais, c'est que je fais ce que je veux en fait. Quelle que soit la vie des puristes qui ont décidé ce qui était du bon rap, du mauvais rap, je fais ce que je veux. Et ce qui compte, c'est mon public. Qu'il soit méchant, gentil, qu'il soit... de n'importe quel coin, qui vous plaise ou pas. Je rappe pour celui à qui ça plaît. Et surtout, si ça vous plaît pas, faites votre chemin, quoi. Ne perdez pas de temps à faire des commentaires, faites des commentaires sur les rappeurs que vous aimez. Ça n'a pas de sens. Moi, je parle pas de vous, j'en ai rien à foutre. Je rappe même pas pour vous. Si vous m'avez écouté, si vous n'avez pas fait exprès. Parce que moi, j'ai fait exprès de pas rapper pour vous. Je rappe pas pour les gens qui aiment pas ce que je fais. Donc ouais, c'est ça, je rappe ce que je veux, quand je veux, pour les bouffons et les gros bonnets. Pas pour toi. Suivant. Je suis le scientifique surnommé l'artiste, presque distant, quasi autiste, accusé d'écrire depuis la lune, et je m'en fiche. La vérité ne sort plus de la bouche des enfants,
Metzeldo X. Ben, j'adore cette phrase, c'est fou. Alors tu peux nous dire de quel morceau c'est? Ça, c'est Arrivé sur Terre par erreur. Cactus de Sibérie en 2004. Cactus de Sibérie, avant que j'arrête le rap. C'est ça, paraît-il. Paraît-il. Je suis le scientifique surnommé l'artiste, presque distant, quasi autiste, accusé d'écrire depuis la lune. M'en fiche, la vérité ne sort plus de la bouche des enfants. Metzeldo X. Est-ce que tu as eu le sentiment, en tout cas c'est ce que se dégage ce passage-là, que tu as été un moment en décalage avec le rap français? Total. Décalage. Je dirais même que le rap français était en décalage avec moi. Et là on est déjà en 2004, c'est-à-dire que tu fais pas encore les choses acoustiques, etc. Ouais, exactement, mais 2004 pour moi c'est l'apogée de ce rap français qui veut rien dire. Tu vois, c'est l'apogée, c'est-à-dire 2004, c'est Rof le plus gros vendeur. Absolument, avec La Fierté des Nôtres. Avec La Fierté des Nôtres. Il y a les sous-Rof. Donc il faut savoir que quand un artiste marche et qu'il est copié, l'espace était occupé par une bonne partie de ses copies. Donc en termes de son, c'était électronique, il n'y avait plus d'acoustique du tout, beaucoup moins de musicalité, il n'y avait plus de samples. Donc ça composait avec des notions d'Anatole, tu vois. Toutes les prods, elles se ressemblaient. Là, on perdait l'acoustique, on passait au numérique. C'est là on devenait tout Pro Tools. Donc le son devenait plus froid. Il y avait moins d'émotion. Alors tu perds le sample et le son chaud. Mais là, mec, il reste plus rien, tu vois. Et toi, ça te plaît pas, ce son pas froid, agressif? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, ça m'a jamais plu. Je suis toujours dans la musicalité, la mélodie, tu vois, le timbre, la chaleur. Ça m'a jamais parlé de façon, aucun de mes albums les froids, aucun. Et donc, quand je voyais ce Peura qui commençait, je m'en connaissais pas du tout. Je veux dire, je vais faire mon truc et mon truc il sera bien. Mon truc il sera bien, ça sera cool. Et c'est là où j'ai recommencé à faire des concerts. J'ai rencontré mon public qui vient me voir sur scène encore aujourd'hui. Et c'est ça le truc, c'est que à partir du moment où tu es sûr de ce que tu fais et que ça te procure du bien et du bien autour de toi, faut pas se poser des questions sur les alentours. Vraiment, les alentours vont changer. Très bien, je te propose de passer à la dernière fiche. Il n'y a que l'argent qui efface les différences, tout le monde le sait. C'est con, mais c'est vrai. The Times Square répond de c'est vrai. Donc ça, c'est dans Qui peut le nier? Dans Qui peut le nier, premier album. Il n'y a que l'argent qui efface les différences, tout le monde le sait, c'est con, mais c'est vrai. The Times Square répond de c'est vrai. Les couples mixtes connaissent mon speech, ou quand se marier devient le même rime que Martin Luther King. C'est quelque chose que tu continues à percevoir, ça? Oh, de plus en plus fort. Ouais. Oui, même si ce n'est que de l'apparence. Tu vois, par exemple, quand tu as du mépris envers une certaine partie de la population, et quand tu te sens dépassé tout d'un coup par un des éléments qui te déplace à te complexer, ben forcément ça remet en cause toutes tes convictions nulles, tu vois. Et c'est pour ça aussi que nos parents ont insisté pour qu'on s'élève dans la société, pour qu'on soit un peu protégé de tout ça. Voilà. Moi, je me rappelle, j'avais été en Grèce parce que mon frère jouait là-bas. Ton frère qui est basketteur professionnel? Mon frère qui était basketteur professionnel. Et j'avais été le rejoindre parce que j'allais partout où il jouait pour écrire, pour le voir, parce que si on ne se voit pas, on fait des années sans se voir. Et donc, je rencontre un footballeur là-bas et je lui dis « Ouais, alors comment ça se passe ici? C'est pas trop dur, la Grèce et tout. Toi, tu joues au foot, ça va, l'accueil et tout, tu vois, parce que tu sais comment en Italie ça se passe. Bref. Et il me fait « Non ! Il me fait « Non ! Ça a changé !» J'ai fait « Pourquoi ?» Il me fait « Mais depuis 50 cents !» J'ai fait « Ouais, pourquoi ?» Il me fait « Mais ouais, avant, ils voyaient les Renois que dans les cases, en galère, la faim, appel à don. Et depuis 50 cents, qui a une grosse voiture, des bijoux, une belle casquette qui est musclée, ben la vision, elle a changé. » J'ai fait « Ah bon ?» Il me fait « Ouais. Donc ça va pour moi. » Tu vois. Et en fait, 50 cents, pour le commun des mortels, c'est le noir le plus riche qu'il y ait jamais eu sur Terre. Tu vois. Parce que Michael Jackson, enfin, tous, ils n'ont jamais parlé de leur argent. Bien sûr. Et 50 cents, c'est là, il dit, ouais, je suis milliardaire et tout, tu vois. Donc, dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le premier blindé de l'histoire. C'est le premier, quoi. Avant Jay-Z, avant tout le monde. Et c'est quoi à dire, mais pour une partie de la population qui n'a aucune idée de ce que c'est que les rappeurs ou des Noirs ailleurs qu'en Afrique, bah, c'est un bon baromètre, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un de plus riche que toi, ça peut créer des complexes pour quelqu'un tu vois, quelqu'un qui voit les choses assez simplement. Voilà. Tu vois, quelqu'un plus riche que toi, il ferme ta gueule. Ah ouais, il est plus riche que moi, je ferme ma gueule. Alors que c'est nul.
Mais les gens sont formatés. Là, on parle de succès matériel. L'argent ne fait pas le bonheur. Justement, on parle de succès matériel. Tu as ce morceau dans ton dernier album qui s'appelle My Life. Donc, Ouais. tu dis j'ai réussi ma life avec Orelsan. J'ai réussi ma life. Ox aurait l'été sur la rythmique à phase. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. À quel moment, toi, tu as eu le sentiment justement d'avoir réussi ta vie? Attends, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est lié à un confort matériel, à un Pas du tout. épanouissement personnel? Pas du tout, pas du tout. Confort matériel, faut savoir l'apprécier aussi, tu vois. Quand je dis que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce que c'est vous qui faites le bonheur, c'est pas l'argent. Vous pouvez faire du bonheur avec de l'argent, mais si vous êtes capable avec de l'argent, vous êtes aussi capable sans. Tu vois, il y a plein de gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de bonheur, et qui n'en font pas beaucoup, tu vois. Et donc, non, c'est dans la tête que ça se passe. Je pense que j'ai commencé à avoir une impression de réussir ma life quand j'accompagnais ma fille à l'école le matin. Voilà. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'impression que j'ai fait ma life. Tu accompagnes ta fille à l'école, vous discutez, après tu rentres, tu as une routine, tu prends ton café, ta petite clope. Tu vois, c'était une espèce de stabilité, tu vois, avec de l'amour, tu vois, de l'amour constant. Donc ouais, je pense que c'est ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, c'est bien ça quand même. Parce que réussir sa vie, c'est des moments présents, c'est que des moments présents accumulés. Et c'était un moment présent que j'aimais beaucoup. Ouais. Très bien. Bah écoute, on a fini cette séquence les mots. On va passer à la séquence suivante. On va parler de musique. Et on va passer à la séquence le son. Donc dans cette séquence le son, je vais tout de suite te jouer un morceau. Je pense que c'est un morceau qui est important pour toi. On va l'écouter un petit peu, on va voir si ça te dit quelque chose et puis après on en discute. Ah ouais, putain. When I die, fucking I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. Y'all probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit. I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Ouais, laisse tomber. Alors parle-nous de ce morceau. Donc c'est un morceau de Biggie. Notorious Big, ouais, premier album. Qui est donc à la fin de ce premier album. Pourquoi ce morceau, il est aussi important pour toi pour que tu le connaisses quasiment par cœur là? Parce que j'ai ressenti une bonne partie des paroles qu'il a dit. Pour moi, il y avait pas, tu pouvais pas aller plus loin dans l'expression de la dépression et du dégoût de soi, du néant affectif que tu avais l'impression de traverser. Il n'y avait pas plus dur et plus frontal que ça. Là-dessus, il remet même en question l'amour de sa mère. Il dit oui, je suis sûr qu'elle aurait voulu avorter de moi si elle aurait pu, quand j'avais faim et que je regardais dans les yeux en train de titer sur son sein. Tu vois, c'est hardcore de hardcore. Et puis la fin du morceau où en fait il raccroche parce qu'il s'est mis une balle dans la tête. Parce que c'est vrai qu'après des propos comme ça, tu te mets une balle dans la tête. Et pour moi, c'est l'expression ultime du mec qui est au bout du rouleau. Tu peux pas faire plus au bout du rouleau que ça. Notorious Big, c'est un artiste très important pour toi? Ouais, c'est le plus grand rappeur de tous les temps, bien sûr. Oui, c'est le plus grand. C'est le plus grand de par son écriture, de par son style, de par ce qu'il représentait en termes de Monsieur Tout-le-Monde. Tu vois, il était pas beau. Il avait rien de plus que les autres en apparence. Il avait cette qualité de conteur hors pair qui, pour moi, le mettait au même rang que les Chester Highs, les Hugo et compagnie. Sauf que c'était un rappeur qui venait de Brooklyn, qui vendait du crack et qui portait des grosses chaînes en or. Et c'est ça qui est fou, c'est c'est un peu comme la vérité qui se cacherait dans le pot de terre et pas dans le pot de fer, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, j'adore ça. Les anti-héros. Moi, j'ai adoré ça, c'est ce que j'ai appris aussi chez Orelsan. C'est un anti-héros. Ce sont des anti-héros. Tu as eu l'occasion de le voir de son vivant? Oui, je l'ai vu en concert et je m'en vante. Alors c'était quand? Est-ce que tu peux nous raconter? C'était en 95. C'était en 95, je m'en rappelle, parce que j'étais descendu et que... Donc c'était où, à New York? C'était à New York, bien sûr. Je prenais pas beaucoup l'avion. Et je m'en rappelle très bien parce que j'étais descendu
Et j'arrive à New York et tout. Et tu sais, c'était un autre monde, quoi. C'est-à-dire qu'ici, tu étais à une certaine époque. Et dès que tu prenais l'avion et tu étais à New York, tu étais à une autre époque. Et donc, moi, j'arrive là-bas, je vois des affiches de 10 mètres de long, avec Jay-Z et sa Bentley, en bleu et tout. Je suis comme un ouf, ok, d'accord, c'est ça maintenant, ici, là. Et j'étais à Harlem et j'ai fait, ouais, ah, tiens, l'Apollo, il y a ce soir, il y a Black Moon. Et il y a Jay-Z qui joue. Donc moi, je suis comme un dingue et tout. Je fais la queue de 300 mètres. J'étais tout seul. Et donc Black Moon passe avec OGC, El Taskelta, Black Moon. Le bootcamp, quoi. Ouais, le bootcamp click, voilà, exactement. Et ensuite, il y a Jay-Z qui arrive. Et Jay-Z, à l'époque, il n'était pas aussi lourd. Il n'était pas lourd, tu vois. C'était un rappeur underground. Et il arrive, il fait ses morceaux. Et à un moment, il y a le morceau Brooklyn's Finest. Et ça, à l'époque, les mecs, ils faisaient des couplets. Et puis, quand arrivait le couplet du mec, tout le monde criait. Et puis, ça s'arrêtait là. On enchaînait au prochain morceau d'après. Et donc, il fait Brooklyn's Finest, il fait son couplet. Et après le refrain, il n'arrête pas le morceau. Il s'écarte de la scène. Et tu vois un mec de 2 mètres qui arrive, 2 mètres 150 kilos qui arrive. Et là, le public se lève. Il laisse même pas faire Biggie son couplet. Il fait son couplet et tout, machin, un truc de dingue. Tout le monde est... Et toute la salle levée, il finit le morceau, c'était pour clôturer le concert, et là, le public, il voulait plus partir. Ils ont commencé à appeler Biggie pour qu'il vienne faire un concert, et la sécurité a été obligée de venir pour vider la salle, pour que la deuxième partie rentre pour le deuxième set du soir, quoi. Et c'était fou, quoi. Donc ça, c'est un souvenir complètement ancré dans ta mémoire. Ah ouais, c'est intarissable. Parfait. Bah, merci beaucoup de nous avoir parlé de Biggie et de ce morceau-là. Merci de m'avoir mémoré ce moment-là. Avec plaisir. On va passer à la dernière séquence. Ça s'appelle Les trucs. On va te présenter des objets sur cette table qui sont liés à ton histoire, à ta musique, à tes goûts personnels. Je les pose et on en discute. On va commencer par le premier. Oh, ça, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Le Super Biton National de Ségou et l'Orchestre National de la République du Mali. Ok. Alors ça, c'est un truc de dingue parce que ça, moi, c'est ce que j'écoutais enfant. Donc ça, c'est des choses qu'avaient tes parents chez toi? C'est des trucs qu'avaient mes parents chez moi et c'est Nyeleni, tu vois, c'est des histoires, c'est des histoires qui se transmettent, c'est des histoires traditionnelles qu'on se raconte et qui sont chantées. Qui sont chantées en quel dialecte du coup? En bambara. En bambara. En bambara, je crois, ou en vieux bambara parce que je comprenais pas tout. Et c'est des histoires qui racontent des morales. Et c'est ma mère qui me traduisait beaucoup ça quand j'étais petit. Et moi, ma grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, je suis très proche de certains musiciens qui étaient dans l'orchestre national du Mali. D'accord. Ouais. Tu vois, quand tu vois Tidiane Seck, Saïf Keita, Toumani, tu vois, tous les tontons. Ouais, qui sont devenus vraiment des grandes stars de la musique malienne. Ouais. Ils font partie de l'histoire, quoi. C'est fou. Et puis quand ils entendent raconter leurs histoires de jeunesse, parce que c'est de la musique à une époque où politiquement c'était vraiment pas évident. Donc quand ils te racontent les arrestations, c'est aujourd'hui tu en ris, mais tu te dis que faire de la musique, c'est plus que jamais, ça a toujours été un combat. Et c'est fou, ça a joué de dingue, quoi. Ok. D'où mon attrait pour les mélodies, tu vois, les pentatoniques, les histoires. Évidemment, sûrement. Les histoires. On va passer à l'objet suivant. Ce sont des carnets de notes. Les carnets de notes. Toi, je crois que tu ne t'en sépares jamais. Non, jamais. Ben non, sinon t'écris pas. C'est quand je parle à quelqu'un, ou quand je rencontre un jeune à qui on échange, je lui dis, est-ce que tu es en train de noter ce que je te dis là? Et ça m'énerve tout de suite quand il n'est pas en train de noter, parce que ça revient à dire qu'il perd son temps, constamment. Tu vois? Je veux dire, mec, t'as pas assez de mémoire pour te rappeler de tout ce qu'on va dire là. Donc si tu ne notes pas, je parle pour rien en fait. Je dis des conneries là, tu vas oublier la moitié, il va falloir que je te le répète, comme si j'avais pas autre chose de plus important à dire la prochaine fois. Donc viens, on gagne du temps, arrêtons de parler, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu notes dans tes carnets de notes? Toutes mes idées que je vais oublier. Mes rendez-vous, les objets de la réunion, les débuts de texte, les fins de texte, la structuration d'un projet. Je note tout. Je note tout ce qui mérite d'être retenu. Tu vois? Donc moi, je note depuis des années.
Je pourrais arrêter d'écrire aujourd'hui et continuer à faire des albums. Et il n'y a rien de plus jouissif que de revenir sur un texte que tu as oublié d'avoir écrit dans une salle d'attente. Tu vois. Et même à douter que c'est toi qui l'as écrit, heureusement que c'est ton écriture. Et il n'y a rien de plus jouissif que ça, de revenir dans sa mémoire et de découvrir des choses qu'on n'aurait plus jamais, qui seraient parties dans l'oubli, qui n'auraient jamais existé en fait. Donc le carnet, c'est la preuve que ça a existé. C'est de la magie. Très bien. On passe à l'objet suivant. Ah là là, des cigares. Ça fait longtemps que j'en ai pas fumé des cigares. Ça devient d'où ton goût pour les cigares? On voit beaucoup de photos de toi justement en train de fumer. J'ai commencé à fumer des cigares vers l'âge de 17-18 ans. Ok. Et pour moi, le cigare, c'est un moment de solitude, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où tu as du temps devant toi. Et un moment où le climat est agréable. Donc à Paris, c'est un peu compliqué. Et c'est ça, c'était surtout avant de fumer des ouinges, beaucoup plus avant de fumer des ouinges, c'était des moments de réflexion. C'est-à-dire, tu es là, c'est comme quand tu fumes, c'est la même chose. Sauf qu'un cigare, ça prend plus de temps, qu'il y a une histoire avec, qu'il y a une cérémonie, tu vois. Et donc, tu restes des heures assis comme ça, et tu as un cigare, et puis tu réfléchis. Je suis quelqu'un de très dans la réflexion. Je peux rester des heures assis à réfléchir. Et c'est vrai qu'avec un accessoire comme un cigare, une pipe, ça t'accompagne. Ça t'accompagne. Et on va finir avec un dernier objet. Oh, mon chouchou. Est-ce que tu peux montrer qui c'est à la caméra? Ah, c'est mon amour de frère. Donc Mamoutou Diarra. Mamoutou Diarra, le pilier. Qui est donc un ancien international français. Oui. C'est incroyable votre famille là. Toi qui es devenu une des plumes les plus respectées dans le rap français et ton frère qui est devenu basketteur international. C'est quand même assez fou, finalement. Oui. Dans une même famille, il y a ces deux parcours-là. Je le conçois pas, c'est trop incroyable en fait. C'est tellement... Je le conçois pas. Parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Les gens ont mis du temps avant de comprendre qu'on était frères. Mais ça a toujours été comme ça. Et je vois... non, je sais pas vraiment. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Plaisir, comme ils disent là-bas. Merci là pour la préparation de ce moment qui Pas de souci. m'envoie l'air des moments importants, des parties importantes de ma life. C'est la fin de cette interview carré avec Oxmo Puccino. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour la préparation de ce moment. Ben, avec grand plaisir et toutes ces anecdotes que tu nous racontais. Donc, comme je le disais en tout début d'émission, on te recevait donc pour la sortie de La Nuit du Réveil, ton dernier album. Et maintenant, tu vas partir en tournée, c'est ça? C'est ça, je pars en tournée. Je commence par la Nef à Angoulême le 8. Ensuite, je fais le Tour de France. Je fais la Cigale le 8, 9, 10 décembre. Et ensuite, deuxième partie de tournée au printemps. Très bien. On va pas s'ennuyer. On te souhaite très bonne route alors. Merci. Et merci encore à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life.